On peut faire de l'agriculture intensive en projetant les ressources en eau, en les rationalisant. Ça, c'est d'ores et déjà fait aujourd'hui. Monsieur le directeur de l'INRA nous le disait tout à l'heure. On passe d'une irrigation gravitaire à une irrigation goutte à goutte. On connaît aujourd'hui les lignes rouges en la matière. Mais précisément, je pense que là, il faut quand même d'abord revenir à l'origine des choses, hein, et surtout à ce qui est encore la caractéristique principale de la gestion de l'eau dans ce pays. À l'origine, il y a ce qu'on appelle la fameuse politique des barrages. Or, chacun sait maintenant, on a quand même une expérience de 30-40 ans. La politique des barrages, c'est d'abord une politique de la grande hydraulique. Ça veut dire que par définition, on concentre d'énormes ressources, mais sur des espaces qui sont très limités. Les surfaces aujourd'hui, gérées, enfin des grands périmètres irrigués, ça représente 10-12% de la surface agricole utile du pays. Ça veut dire que pendant des années et des années, on a concentré les ressources sur moins de 10% des terres, et on a, il faut le dire, largement négligé les 90%. Ensuite, il y a le système justement d'exploitation, le système gravitaire. Dit gravitaire, justement, tout le monde le sait, est un système qui, toute chose égale par ailleurs, pratiquement gaspille, on perd entre 45 et 50% d'eau dans ce système. Alors bon, on a fonctionné, on continue à fonctionner comme ça aujourd'hui. Évidemment, depuis quelques années, on a quand même fini par se rendre compte qu'il existe la micro-irrigation, qu'il existe des méthodes d'irrigation qui permettent d'économiser l'eau, et c'est vrai qu'il y a un effort tout à fait réel qui est fait depuis quelques années. Mais je dois dire qu'on reste encore loin du compte. Malheureusement, 80% des surfaces restent encore, je parle des surfaces là, irriguées, le sont encore avec des méthodes qui ne respectent pas les règles élémentaires de l'économie d'eau. Alors, vient ensuite, bien évidemment, ce que tu as évoqué tout à l'heure, la question des choix des cultures. Là aussi, regardez le plan Maroc vert. On continue à mettre le paquet sur les cultures qui sont les plus utilisables, les plus consommatrices d'eau. Alors, il arrive à un moment où on se pose la question, est-ce que on dispose des ressources nécessaires simplement déjà pour répondre à cette demande-là, sans oublier le fait, c'est ça qui est, il n'y a pas que l'agriculture pour utiliser. Et les autres secteurs, et l'industrie, et l'eau potable. L'agriculture est le secteur le plus gourmand en eau, tout le monde en convient. Mais aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un problème, il n'y a peut-être pas un problème pour l'instant, encore que vous savez qu'on est à autour de 700 mètres cubes par tête, c'est-à-dire un niveau de stress hydrique déjà caractérisé. Et je pense même qu'on l'a dépassé. Et les projections à 2025, si les choses continuent, on sera en état de pénurie hydrique, c'est-à-dire avec moins de 500 mètres cubes d'eau à 2025. C'est ça ce qu'il y a devant nous. Or, que faisons-nous aujourd'hui, au moins, pour nous prémunir d'arriver à cet extrême? Et je peux vous assurer que là, je parle de quelque chose qui est réel. Vous avez aujourd'hui des projets type plan Maroc vert qui traversent toutes les étapes, d'ailleurs, de validation au niveau du ministère de l'Agriculture, mais quand ils arrivent sur le terrain, ne sont pas validés notamment, par exemple, l'agence de bassin, qui dit ceci simplement, qui dit « Moi, je n'ai pas que ce projet agricole, j'ai d'autres projets, d'autres secteurs, et tous ces projets ponctionnent la même eau de la même nappe. » Donc là, il y a conflit, il y a problème. Là, on parle de quelque chose qu'on peut peut-être évoquer, c'est peut-être un souci de cohérence en termes de gouvernance des politiques. De convergence de programmes. Le problème, comment il se pose, c'est que malheureusement, dans plusieurs politiques au niveau national, et je crois que l'actuel gouvernement a compris, il a mis en place un département qui va se charger justement de cette coordination entre les programmes. Le ministère de l'Agriculture a fait son projet de plan Maroc vert. D'autres secteurs produisent les mêmes programmes d'une façon juxtaposée. Il n'y a pas une planification, il n'y a pas une cohérence. Et lorsqu'on vient sur le terrain pour essayer d'opérationnaliser ça, eh bien, on se trouve face à des contraintes, que ce soit des contraintes foncières, des contraintes d'eau, des contraintes de disponibilité de routes, d'écoulement pour le marché. C'est-à-dire que et c'est ça le problème. Si on revenait sur la ressource qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la partie agriculture avec eau,
si vous superposez la carte de la disponibilité ou des problèmes qu'on risque d'avoir en termes d'eau et les cartes des projets qui sont prévus dans le plan Maroc vert, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, certaines régions, on n'a pas l'eau nécessaire pour pouvoir répondre à ce qui est prévu dans Maroc vert. Il y a un manque de cohérence, il y a une non-convergence entre un ensemble de programmes qui sont pilotés par différents départements, et on ne se rend compte de ça que et je crois qu'une des choses qui manque, je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé à ça non plus, c'est que ce qu'on a mis en place un système d'évaluation d'efficacité des fonds qu'on est en train de dépenser, puisqu'il serait malheureux que l'on dépense pour certains projets, dans les études de faisabilité, dans certaines choses, et puis, une fois qu'on est à la phase où on doit cueillir et prendre les fruits, est-ce qu'il y a un calcul qui aurait été fait à l'avance pour ne pas perdre cet argent, puisque le projet peut ne pas être rentable au bout du compte. Et ça va être malheureux, puisque, par exemple, pour un projet agricole, si on n'a pas l'eau qu'il faut. Si vous permettez, on a parlé de l'eau évidemment qui est un facteur majeur, mais quand même quand on parle d'agriculture, il faut parler aussi de la terre. L'autre facteur c'est quand même la terre. Or là aussi il y a quand même énormément de problèmes. On n'a pas un pays où la surface agricole utile est considérable. Et le problème est que même les quelques 9 millions d'hectares de terres cultivables, malheureusement, sont très mal distribués, souffrent de problèmes de structure foncière. On a des structures d'exploitation qui sont trop petites, morcelées. Vous savez qu'une exploitation en moyenne se répartit en 6 parcelles qui sont éparpillées. Vous avez évidemment le problème majeur des statuts fonciers. On a encore des statuts complètement archaïques, comme les statuts des terres collectives, des terres jma'a, des terres guiches, des terres habous, qui, pour moi, au-delà de l'aspect juridique de la chose, pose un problème du point de vue de l'économie, parce que tant que vous n'avez pas, ce ne sont pas des terres que vous pouvez titrer, pour lesquelles l'agriculteur peut obtenir un titre et donc peut éventuellement hypothéquer pour obtenir un crédit pour investir. Et donc la contrainte, elle est au niveau justement de l'investissement et donc des perspectives de développement de l'exploitation. La question foncière dans l'agriculture marocaine, malheureusement, est à ce jour encore entière. Elle n'a jamais obtenu le traitement adéquat qu'elle méritait, et c'est pour cela qu'elle reste une des contraintes majeures pour le développement de cette agriculture. D'où peut-être l'importance de l'agrégation dans le plan Maroc vert pour justement arriver à fédérer des parcelles en leur donnant une masse critique qui puisse attirer les investisseurs. On n'a pas parlé non plus du financement. On peut aussi évoquer la question du financement de ceux qui ne peuvent pas avoir accès à ces financements. La question du microcrédit, il arrive aussi aujourd'hui dans le monde agricole. Qu'en pensez-vous, Monsieur Touami ? Oui, alors ça tombe bien puisque j'encadre une thèse de doctorat justement qui traite sur ça. Le problème qu'il y a, c'est pas seulement... D'abord, il y a les titres fonciers qui ne sont pas disponibles chez les agriculteurs, qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel. 2, pour ce que vous appelez microcrédit, c'est généralement des crédits très limités et c'est pas ce que l'agriculteur veut. Il y a quelque chose entre les deux, entre ce qui est le crédit bancaire classique, si vous voulez, et la microfinance. Il faut trouver un moyen pour subvenir aux besoins des agriculteurs et qui luttent contre deux choses. C'est la liquidité, puisque beaucoup de nos agriculteurs ont besoin de liquidité en début de campagne, qui peuvent rembourser en fin de campagne. 2, des crédits d'investissement qui, eux, peuvent durer pour longtemps. Donc, on a 2 types de contraintes qu'on doit gérer sur le plan financier. 1, un accès à de la liquidité. 2, un accès à un crédit de plus long terme. Et je crois que cette question, je ne sais pas jusqu'à quel niveau le plan Maroc vert la traite, que ce soit à travers le crédit agricole ou à travers la fondation, puisqu'il y a une fondation microcrédit Agri, avec Agri, qui relève aussi du crédit agricole. Il faut trouver un moyen pour encourager ça. Je suis persuadé que l'un des problèmes de l'agriculture marocaine et de la pauvreté au milieu rural, c'est l'accès au crédit. C'est l'un des marchés qui est défaillant, qui a été tout le temps absent, et ce qui cause que les agriculteurs au milieu rural opèrent dans des zones non optimales pour eux. Pourquoi ? Puisqu'ils n'ont pas accès au crédit. Il y a le facteur travail, il y a peut-être même la terre, exploitée d'une façon ou d'une autre, mais il y a un marché qui manque, c'est le marché de l'accès au crédit et l'accès à l'assurance. Lorsque ces 2 marchés vont être étendus, plus accessibles pour les agriculteurs, je crois qu'on aurait lutté contre la pauvreté rurale et on aurait
promu l'agriculture marocaine. Et on pourrait permettre de dégager peut-être de la fiscalité alors sur le monde agricole, Alors, puisque là c'est le débat qui... c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais il revient en permanence. Ouais. D'abord, vous savez, sur le financement, il y a des chiffres qui sont assez parlants. Hein. Vous savez, les chiffres datent de quelques années, mais qui sont toujours actuels, hein, sans doute. Hein. Vous savez, les besoins de financement de l'agriculture sont satisfaits à raison de 17-18%. 17-18%. Et dans les 17-18%, il y a 14% qui sont pris en charge par le Crédit Agricole. Ça veut dire que tout le système bancaire, hors Crédit Agricole, ne finance que 3 à 4% des besoins de l'agriculture. C'est vous dire le déséquilibre béant qui existe aujourd'hui. On peut discuter de la politique du Crédit Agricole, etc. Ça nous prendrait beaucoup de temps. S'il y a temps, on peut le faire. Mais moi, je pense que ce qui me paraît le plus important maintenant, c'est que malheureusement, le système bancaire traditionnel, hein, les banques commerciales qui sont sur le marché, qui ont d'immenses moyens, manifestement ne s'intéressent pas au monde rural et à l'agriculture. Au début du plan Maroc Vert, on a eu quelques promesses, quelques banques ont fait quelques opérations de communication pour dire que nous allons intervenir. On n'a pas vu grand-chose venir. Alors ça, c'est justement pour le financement public. Pour le financement privé. Pour le financement public, vous savez, moi je crois que incontestablement, le budget d'investissement du ministère de l'Agriculture depuis 4 ou 5 ans a considérablement augmenté. Hein. Je veux dire que s'il y a quelque chose de marquant dans le plan Maroc Vert, c'est effectivement un afflux de ressources conséquentes. Hein. Je peux vous dire que par exemple, le budget du ministère le budget d'investissement du ministère de l'Agriculture stagné autour d'1,5 milliard, 2 milliards pendant des années. Aujourd'hui, il est à plus de 9, presque près de 9 milliards. C'est vous dire que là, il y a un réel effort. Qu'est-ce que ça va donner ? Avec quelle rentabilité ça va être effectué, vers quels objectifs? Ça, c'est un autre problème. Viendra le temps de l'évaluation où on dira. Mais il y a un effort important. Maintenant, pour la question de la fiscalité, vous savez, effectivement, comme je dis, c'est un immense problème, et si vous me permettez, si vous me donnez le temps, je peux en parler longtemps, mais si les minutes sont comptées, vous me dites que c'est compté, eh ben, je vous dirai une chose. Ce qui paraît aujourd'hui certain, je crois sincèrement que c'est un consensus, en tout cas de tous ceux qui réfléchissent avec un minimum de bon sens, c'est qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, vous ayez, si vous voulez, tout un secteur qui pèse quand même, on l'a pas dit, 15% du PIB, hein, un secteur qui soit complètement mis hors du champ de l'impôt quasiment, alors que, bien évidemment qu'il y a des inégalités dans ce secteur. Nous ne sommes, pour tout vous dire, quand il est question de fiscaliser l'agriculture aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler, je dirais même peut-être de 80 à 25% des petits et moyens agriculteurs qui, de toute façon, ne gagnent pas assez pour être légalement imposés. C'est-à-dire que si demain on fiscalise le secteur, ils ont des revenus qui leur permettent d'être en dessous du seuil d'imposition. Et on rappelle que c'est à peu près 40% de la population active. Oui. Alors que, mais là où ça n'est pas acceptable, c'est qu'il y a quand même 10 à 15% d'agriculteurs qui font des bénéfices plus que respectables, qui font d'énormes profits, et on ne voit pas au nom de quoi ces agriculteurs ne contribueraient pas tout simplement aux ressources publiques. Et donc, si vous voulez, il y a un besoin de rationaliser le secteur. Et vous savez, la fiscalisation est aussi un moyen de rationalisation. N'oublions pas une chose, cette défiscalisation qui dure depuis les années 80 du siècle passé, hein, ça a été d'ailleurs une des conclusions du rapport du cinquantenaire, a eu un effet pervers, cette défiscalisation. C'est-à-dire qu'en fait, elle a drainé vers l'agriculture si vous voulez, des spéculateurs, et non pas des vrais professionnels de l'agriculture. Elle a permis, si vous voulez, de drainer vers l'agriculture des capitaux de spéculation, au détriment d'autres secteurs d'ailleurs, l'industrie ou autres. Hein. Et puis, elle a généré un esprit finalement rentier au niveau d'une certaine population. Sans compter le fait que, là aussi, on a quand même 30-40 ans d'expérience, on ne voit pas les effets positifs de cette défiscalisation sur la production, sur les rendements, sur la diversification des marchés, etc. Et donc, c'est réellement... on peut honnêtement le dire aujourd'hui, ça n'a pas été une décision très judicieuse. Donc, aujourd'hui, oui, il faut fiscaliser l'agriculture, mais fiscaliser de manière adaptée, appropriée aux réalités du secteur.
Monsieur Touami, un mot et on conclut cette émission. Oui, un mot juste pour ce point de fiscalité, puisque je n'ai pas dit. D'abord, pour les grands agriculteurs qui doivent être fiscalisés, ce sont eux qui utilisent le plus les infrastructures qui ont été créées par les fonds publics. Je parle de barrages, de routes, autres. C'est une mesure d'équité entre les secteurs et ça a été une distorsion qui a déplacer les allocations de ressources vers des secteurs qui n'ont pas été nécessairement les plus productifs pour nous. Donc je crois que oui, il faut fiscaliser. Maintenant, le comment, c'est tout un débat et on peut revenir ici même pour en discuter si vous voulez. Eh bien, nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler. Abdelkhalek Touami, merci. Najiba Kesbi, merci également d'avoir répondu à notre invitation pour débattre de toutes ces questions que l'on sait très importantes pour le Maroc. Merci également à tous ceux qui ont rendu cette émission possible. Souad Elsa, vous le savez, c'est dans 15 jours. Quant à nous, on se retrouve dans un mois.